Bon, bienvenue. Bienvenue à Martin Technologies. Vous passerez un amical bonjour aux personnes étudiantes qui ne sont pas là. Hein, parce que ce genre d'intervention est planifié un an à l'avance. Donc en termes de sérieux, on reviendra. Voilà. Donc cette intervention, elle a pour simple motivation l'attente suivante. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, j'étais très circonspect dans cette école car je ne voyais pas un seul métaplan sur les murs. Sauf que vous êtes, petit indice, dans une école d'ingénieurs. Pour avoir travaillé pendant près de 20 ans dans l'industrie, notamment dans l'industrie automobile, chez Renault, etc., même s'ils sont abreuvés d'outils numériques pour travailler en collaboratif et en management transversal, aujourd'hui, ils reviennent à ces techniques-là. Pourquoi? Parce que le management visuel, il n'y a rien de mieux pour travailler ensemble et pour ne pas techniciser les enjeux. Alors vous avez de la chance, vous n'êtes pas informaticien, mais en même temps, prendre ses notes sur un PC, c'est pas la même chose que d'écrire. Ça commence par là. 2, pour travailler en équipe, 5 à 10 personnes, en collaboratif et réfléchir ensemble, il n'y a rien de tel qu'un bon mur avec des post-it pour faire pousser le sujet, se poser le maximum de questions. Comme un enfant de 5 ans, parce que l'objectif et la valeur ajoutée que vous avez en cadrage, c'est tout sauf d'être un expert. Donc vigilance à ça, notamment dans les PAE, vous avez dû vous en rendre compte. Je laisse la parole au groupe Martin, ils vont se présenter, et puis donc vous avez 2 heures de temps avec eux. N'hésitez pas à leur poser le maximum de questions de conférence. Je me présente du coup, Annabelle Riard, donc ça fait 2 ans que je suis chez Martin. Là on a mis quelques pièces pour montrer un peu ce qu'on fait chez nous. Et donc moi je suis chez Martin pour être préparatrice en sérigraphie. Bonjour à tous, moi je suis Monsieur Leblanc, Richard. Je suis dans ma 30e année chez Martin Technologies. Et je suis dans le pôle plastique. Je fais de la découpe, du contre-collage, je fais un petit peu de tout. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Cazoula, je suis de formation ingénieur, comme vous. Je suis rentré chez Martin en septembre 2014 en tant que responsable industriel. Et ma fonction a évolué depuis, puisque désormais je suis co-animateur de l'évolution culturelle et organisationnelle de l'entreprise. Donc vaste programme. On vous en dira un petit peu plus là-dessus, puisque nous avons entamé une transformation culturelle à partir de l'année 2015. Alors avez-vous des attentes particulières ou des questions avant de commencer sur le sujet? Non, c'est bon? J'ai une question bête, mais dans votre poste, ça consiste en quoi? Ce que vous avez dit, sérigraphie. Sérigraphie. Alors c'est du marquage industriel. Donc vous avez des pièces ici pour le montrer un peu. Donc moi je fais sérigraphie plastique, là je vous montre une pièce en métal. Et donc moi je prépare tout ce qui est matière et teinte, recherche de teinte essentiellement. Ah d'accord. Voilà. Okay, n'hésitez pas à venir après à la fin. On va faire passer les pièces. Donc voilà comment va se dérouler nos 2 heures avec vous. Donc en premier, on va vous faire une petite historique de Martin et on va vous présenter voilà, ce qu'il fait. On va vous parler de son changement culturel, qui est quand même très important depuis quelques années. Le management visuel, donc vous pouvez voir un petit peu dans la pièce. Et enfin, le lancement de la marque Organis. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez dans les 2 choses. Donc voilà, pour retracer un peu l'histoire de Martin Technologies, c'est une entreprise, elle est née en 1929. Alors au point de départ, on ne faisait... moi j'étais pas là. Martin Technologies, Martin Gravure à l'époque, parce que c'était Martin Gravure, on a changé de nom après, ne faisait que de la plaque automobile et de la petite plaque sérigraphiée. Ils étaient vraiment très conditionnés à ne faire que ça. Après, en 1980, il y a eu la création du service plastique. Alors, service plastique, c'est tout ce qui est pièces
molle, plastique, il y en a certains d'entre vous qui doivent en avoir. Ce qu'elle a voilà, dans les mains, c'est service plastique. En 1998, il y a eu la mise en place d'un service HSE. En 2000, il y a eu une évolution, là. On est passé Martin Technologies, on a changé de nom. Et il y a le clavier à membrane, celui que vous avez dans le boîtier, là, c'est le clavier à membrane. C'est tout ce qui vient s'insérer, on est passé un petit peu à l'électronique. En 2003, il y a eu le lancement de la ligne tôlerie. On s'est lancé à faire un petit peu de tôlerie pour diversifier notre travail. En 2004, il y a eu la triple certification QSE, ISO 9001, ISO 14001 et l'autre dernier, OH, SAS 18001. Bravo. En 2013, il y a eu la création de marque 1000. Alors marque 1000, c'est tout ce qui est produit de luxe. On va pas les citer, hein, il y a Dior et puis tout le reste. On fait plein de petites pièces pour eux, des milliers de pièces. En 2015, on a eu le lancement d'un projet d'entreprise. On va y revenir tout à l'heure, parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là. En 2016, il y a eu la prise en compte des presque accidents de travail. Là, on va y revenir après aussi. En 2019, il y a eu la création de la marque Organise. On va y revenir aussi également. Et donc, cette année, c'est une grande date, c'est les 90 ans de Martin Technologies. On va pouvoir faire la fête. Et... Stéphane. Et du coup, dans 10 ans, j'espère bien voir les 100 ans. Je serai pas loin de la retraite, mais j'espère bien voir les 100 ans. Voilà. Donc... On fait 8 millions de chiffres d'affaires, juste pour préciser. On fait 8 millions de chiffres d'affaires, on a 97 salariés en CDI. On a quelques intérimaires, quelques contrats d'apprentissage, parce qu'on mise beaucoup sur les jeunes. Et on a quelques CDD aussi. Voilà. L'effectif global CDI, c'est 90. Donc, le secteur d'activité, il y a le luxe, ça représente 24%. On a du marquage métal, alors c'est tout ce qui est impression sur métal, impression et gravure sur métal. Ça représente 39%. On a la tôlerie, ça représente 7%. Le marquage plastique qui représente 15%, donc, et le clavier souple, le clavier membrane, 15%. Alors peut-être pour que vous puissiez vous projeter un peu plus sur nos métiers, on va vous passer 2 films un peu moins de 3 minutes chacun. Alors, le premier film, c'est une présentation de Martin Technologies, le deuxième, c'est une présentation de 1000, notre marque de luxe.
Donc en fait, le fil rouge de nos productions, puisque c'est assez varié, hein, on vous a parlé de métal, on vous a parlé de plastique, on vous a parlé de luxe, on vous a parlé de tôlerie. En fait, le fil rouge de nos productions, c'est l'impression. L'impression, essentiellement en sérigraphie, on l'a évoqué, mais aussi en impression numérique. C'est-à-dire qu'on développe de plus en plus l'impression numérique, ça permet de réduire les temps de process et donc de proposer des délais de plus en plus courts à nos clients. Maintenant, c'est 1000. Donc 1000, c'est beaucoup pour vin, spiritueux, parfumerie, beaucoup la parfumerie. Ce que vous voyez là, c'est de la gravure. On fait des effets ton sur ton en sérigraphiant une encre de réserve. Ensuite, on trempe les pièces et les formats dans des bains de gravure. Ça permet de graver la matière. Ensuite, on enlève l'encre qui protège la partie non gravée. Et ça fait des effets ton sur ton mat brillant, assez prisés du monde du luxe. Ok, alors on va essayer de rentrer petit à petit dans ce pourquoi on est là, hein, le management visuel. On a décidé de partir plutôt en mode entonnoir, c'est-à-dire qu'on vous a présenté Martin Technologies dans un premier temps. L'idée ici, c'est de vous présenter notre évolution culturelle organisationnelle, et le management visuel est une des étapes de notre évolution culturelle. En 2012-2014, donc Martin Technologies est une entreprise familiale. Le président, qui s'appelle Gwendal Kadiou, c'est la 4e génération de la famille. Et son père est parti à la retraite en 2012, et Gwendal, qui a pris la présidence à ce moment-là, a décidé de lancer une réflexion qui lui était propre au début. Comment changer de mode de gouvernance dans notre entreprise? Il avait essayé tout un tas de choses qui avaient plus ou moins bien marché, et le fait qu'il avait le sentiment en fait, de faire toujours un petit peu plus de la même chose pour toujours avoir à peu près les mêmes résultats. Donc des résultats qui en fonction des années étaient positifs, parfois négatifs, notamment pendant la crise. Et donc il a commencé à réfléchir là-dessus, et il a ouvert pour la première fois de l'histoire de l'entreprise, il a ouvert la direction générale à une personne hors de la famille. Et c'est à ce moment-là que Laurent Bizien, qui est notre DG, est arrivé en 2013. Et tous les deux ont continué leur réflexion sur comment casser les modes de gouvernance habituels, hein, ce qu'on appelle le top-down, c'est les chefs qui décident et les autres qui exécutent, sans cerveau. Et en 2014, donc moi je suis arrivé en septembre 2014, et on a démarré un projet d'entreprise en mars 2015. On a démarré ce projet d'entreprise par une VSM. Vous savez ce que c'est une VSM? C'est Value Stream Mapping. En français, c'est cartographie des flux. Donc on prend le flux client, c'est de la réception d'une commande. On n'a pas regardé la partie commerciale, qui est en amont. De la réception d'une commande jusqu'à son expédition, voire même la facturation et l'encaissement. D'accord?
Et on a analysé avec une équipe pluridisciplinaire, multistatut, donc on avait des opérateurs également dans ce gros projet. On a analysé notre cartographie des flux actuels et on a imaginé notre cartographie des flux cibles. Donc avec tout un tas d'améliorations de performance en termes de délai, de temps d'écoulement, de qualité. Bref, de cette VSM, on est sorti une dizaine de projets de performance qui sont assez classiques dans les entreprises, hein, on trouve partout. Des projets de performance sur l'amélioration de la qualité, sur la réduction du délai, c'est très très classique. Mais la plupart du temps, on s'arrête là. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu combiner ça à un projet culturel pour ancrer durablement la performance. Ce projet culturel, ça a été la mise en place du management visuel de la performance et tous les rituels associés. Donc, les clés du succès sur cette étape-là ont été la co-construction avec les équipes. Moi, j'ai 20 ans de management derrière moi, et une bonne partie de ma carrière, j'étais un petit chef, hein, à la con, comme on en voit partout. Donc je donnais des ordres, j'avais un point de vue sur tout. Même sur un opérateur qui faisait son boulot depuis 20 ans, j'allais lui apprendre son boulot. C'est quand même assez prétentieux. Et donc là, l'idée, c'était de dire, on a travaillé avec nos équipes et on a co-construit avec eux les indicateurs qu'ils voulaient regarder tous les jours. Donc là, vous avez un exemple sur les totems. Donc, par exemple, ici, c'est la gestion des absences. Ici, c'est l'humeur du jour. Donc normalement, on a des petits manettes photos, hein, chacun se positionne. Ici, on a l'indicateur sécurité. Bon, la croix de la sécurité, vous connaissez ça. Ici, on a un indicateur d'activité, ça va être le nombre de problèmes qu'on a rencontrés la veille. En fait, on a co-construit avec eux les indicateurs qui permettent de dire est-ce que hier a été une bonne journée ou pas. Et c'est pas au chef, en tout cas c'est notre conviction, c'est pas au chef de définir quel doit être l'indicateur, c'est à l'équipe. C'est l'équipe qui doit être capable de déterminer si la journée d'hier a été bonne. Si oui, on passe à autre chose. Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On analyse, on rentre dans le détail, et ensuite on met en place des plans d'action. Ce management visuel de la performance, là vous voyez des outils, mais en fait le plus important, c'est pas forcément les outils en eux-mêmes, c'est les rituels qu'il va y avoir autour de ça. Donc on a créé des points 5 minutes, des points 15 minutes et des points 30 minutes. Donc tous les matins, à 8 h, ça c'était à l'époque, hein, on l'a modifié depuis, à 8 h, dans 6 zones différentes de l'atelier, il y avait 1.5 minutes, donc 6.5 minutes, avec que des opérateurs, animés par un opérateur. Ensuite, 1 heure après, à 9 h, il y avait 2.15 minutes. Donc au point 15 minutes se retrouvaient les managers, les opérateurs animateurs de point 5 et les services support pour traiter des problèmes. Et à 11 h, on a 1.30 qui permet de piloter l'entreprise. Donc dans le point 30, à l'époque, on avait le comité de direction, essentiellement, et quelques managers. Alors aujourd'hui, c'est désormais rentré dans notre ADN, c'est qu'à chaque étape de notre évolution, on prend un peu de recul et on fait des enquêtes de satisfaction auprès de nos collaborateurs. C'est-à-dire, plutôt que ce soit moi, responsable industriel à l'époque, qui décide la prochaine étape, ce sera ça, et vous n'avez pas le choix, on fait une enquête de satisfaction pour savoir qu'est-ce qu'on pense de l'étape en cours, est-ce qu'elle est satisfaisante ou pas. Cette enquête nous permet, alors d'une part, de savoir si c'est satisfaisant ou pas, mais ça c'est très binaire, oui, non, satisfait ou pas. C'est pas le plus important, c'est surtout les verbatims qu'on va collecter auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc c'est tout tous les commentaires qu'ils vont mettre, que ensuite on va synthétiser, et derrière, on va venir leur proposer l'étape suivante. Ce qui veut dire en fait que toutes les étapes que j'expliquerai après, à aucun moment c'est venu de la direction. On a pris la matière de l'ensemble des collaborateurs et on est venu proposer l'étape suivante. Ce qui fait que ça légitime complètement l'étape proposée. Et du coup, la plupart, la grosse majorité désormais de nos collaborateurs s'engagent dans l'étape suivante. Donc suite à cette enquête de satisfaction, c'est ce qu'on appelle des rétex, hein, c'est le retour d'expérience, ça permet de faire des boucles d'amélioration. On a décidé collectivement de refondre nos rituels,
Donc par rapport à ce que je vous expliquais précédemment, on a tué les points 15, parce qu'en fait on avait le sentiment que l'entreprise était encore trop cloisonnée. Les services support étaient trop loin des opérateurs, donc pas concernés par les problèmes des opérateurs. Et pourtant c'est les opérateurs qui créent de la richesse, c'est eux qui produisent. Donc on a décidé de tuer le point 15, de ramener les services support dans les points 5, tous les matins, au contact des opérateurs. Et on a également mis en place des plans d'action, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de plan d'action sur les points 5, ce qui fait que tout ce qui était dit en point 5, pas tracé, donc ça s'envole. Et donc les actions n'étaient pas menées à terme. Maintenant, on a, alors vous êtes un peu loin, mais vous pourrez passer voir tout à l'heure, on a des PDCA systématiquement sur tous nos points 5 minutes. Donc on trace toutes les actions et on s'assure qu'on va jusqu'au A pour s'assurer de pérenniser l'action. Pendant la refonte des rituels, donc là on est au deuxième semestre 2016, on décide de lancer une réflexion sur un changement d'organisation. Donc on était organisé par service, très classiquement dans les entreprises, un service méthode, un service supply chain, un service HSE, un service achat, etc. etc. Et on a décidé en fait de péter tout ça, toujours avec le même mode de fonctionnement, en équipe projet, multi-statut, pluridisciplinaire, dans lesquels en fait chaque personne a le même poids, que ce soit le DG ou l'opérateur. Et on a, à une douzaine, on a défini une nouvelle organisation en mini-usine. Alors mini-usine c'est quoi? Ça veut dire qu'on a cassé tous les services et on a intégré, sur une logique produit-marché, on a intégré la majorité des services dans des mini-usines. Donc, par exemple, la mini-usine IHM, interface homme-machine, dont fait partie Annabelle et Richard, ça va du commercial jusqu'à l'expédition. Donc ça veut dire que la qualité, les appros, la planification, l'ADV, les chefs de projet, j'en oublie certainement d'autres, sont intégrés dans la mini-usine, ce sont des mini-usines autonomes. Ça a permis en fait de responsabiliser l'ensemble de nos collaborateurs, parce qu'avant, il y avait une perte de sens en fait sur ce que chacun devait faire et à quoi il contribuait au global. Important aussi, physiquement, on a ramené toutes ces personnes administratives ou indirectes, on les a ramenées au cœur des ateliers. Ça veut dire qu'on a bougé des machines et on a créé des bureaux dans les ateliers au plus proche des collaborateurs. Donc la proximité, quelque chose d'important. Et là, on a commencé à travailler tous ensemble. Donc ces mini-usines, on les a mises en place, donc la réflexion c'était sur la fin 2016, et on les a mis en place sur 2017. Donc là on était vraiment dans la structuration de notre évolution organisationnelle. Et puis en 2018, on s'est dit, il nous manque un truc. On avait réussi, de par ces premières étapes, on avait réussi à réengager, parce que là on parle vraiment d'engagement des collaborateurs. Je crois qu'en France, on est 18e sur 19e en Europe sur le niveau d'engagement des collaborateurs dans nos entreprises. Donc on est vraiment mauvais élèves. Je crois qu'il y a moins de 20% des collaborateurs en France dans les entreprises qui se disent engagés dans ce qu'ils font. Grâce à ça, on a réussi à engager peut-être 40-50% des collaborateurs. Donc ça veut dire qu'il nous manquait encore quelque chose. On a réfléchi. Et le directeur général et moi-même, on a vu l'ensemble de l'entreprise par petits groupes de 10 et on est venu leur proposer quelque chose de nouveau. La mise en place d'une culture relationnelle dans l'entreprise. Alors, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis de formation ingénieur, donc très cartésien. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas tout ça. Donc, bien évidemment, on se fait accompagner par des consultants, des coachs qui savent faire. Et on a proposé à l'ensemble de nos collaborateurs de diffuser une culture relationnelle dans l'entreprise. Alors, c'est assez compliqué à expliquer parce que c'est très abstrait, mais grosso modo, c'est comment apprendre à s'écouter,
comment apprendre à se respecter, comment apprendre à se dire les choses, comment apprendre à accueillir les choses, comment traiter les problèmes relationnels dans les entreprises. Je suis désolé de vous le dire, je ne devrais peut-être pas, mais en général dans les entreprises, on traite les problèmes techniques, on traite les problèmes organisationnels, mais on ne traite pas les problèmes relationnels. Et c'est ça qui fait qu'il y a des conflits qui se créent, il y a des tensions qui ensuite deviennent des conflits, et puis on ne peut plus travailler avec un tel parce qu'on ne peut pas le saquer, et tout ça, c'est au détriment de la performance globale. Nous, collectivement, nous avons décidé de traiter ces problèmes relationnels. Donc, voilà, on est accompagné, c'est pas une formation, c'est un parcours qui est assez engageant, qui est assez remuant à titre personnel pour chacun. C'est sur le poste du volontariat, bien évidemment. Et on a fait appel à un collectif de coachs consultants qui s'appelle Toscane. Vous pouvez regarder sur internet si ça vous intéresse, Toscane Accompagnement. Et ce sont des gens qui accompagnent notamment Leroy Merlin, Kiabi, Decathlon, Airbus Saint-Nazaire. Des entreprises qui en général sont dans les top classements de Great Place to Work, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et donc c'est Toscane qui les accompagne dans leur transformation culturelle depuis, pour certaines, plus de 10 ans. Donc nous, petite PME, dans la Pampa, là, à Lézigné, on a décidé aussi de se lancer là-dedans. Et je ne sais pas si vous en direz un mot tout à l'heure, mais voilà, c'est très transformant. Comment pour traiter les problèmes relationnels? Chaque personne qui a alors, on a l'habitude de dire, et ça c'est un sport national, je pense que c'est même un sport international. Quand A a un problème avec B, il va en parler à C. Je sais pas si vous connaissez ça? Ouais. D'accord. Ne vous inquiétez pas, c'est dans la nature humaine. Et on apprend à ce que quand A a un problème avec B, A va en parler à B. Et qu'il apprenne en fait à dire les choses de manière entendable, et que B soit aussi dans l'écoute pour prendre en compte ce que A est en train de lui dire. Et comment on trouve un consensus. Alors, on appelle ça aussi la communication non violente, hein, ça en fait partie. Mais l'idée c'est de trouver des consensus et de ne pas laisser pourrir la situation. Et pour ça, si j'apprends pas à vous dire quel est mon problème, si j'arrive et je vous fais des reproches, cartouche, par exemple, bah forcément vous allez vous braquer et il n'y a pas de chance qu'on réussisse à régler le problème. Donc c'est ça, c'est avoir les bonnes postures. Les bonnes postures pour pouvoir traiter les problèmes entre individus. Alors ça, c'est entre deux individus. Par exemple, auparavant, moi j'avais des collaborateurs qui venaient me voir pour me dire « Ah, machin il a fait ci, machin il a fait ça ». Mais c'est pas un problème. Il va m'expliquer. Pourquoi je serais intermédiaire? Enfin, je ne suis pas facteur. Si tu as un problème avec un tel, tu vas le traiter. Mais on t'a formé, on t'a appris pour pouvoir les traiter. Ça, c'est au niveau global. Après, en termes de posture managériale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, on n'a plus de comité de direction. Le comité de direction, ça a été le frein principal à notre évolution. Des managers en place depuis 10 à 20 ans et qui étaient assis sur leur pouvoir. Et quand vous leur proposez une évolution culturelle comme celle-ci, bah, il y en a, ils disent chouette, cool, on y va. Et il y en a d'autres qui se disent ah non, moi j'ai pas envie. Moi, ma raison d'être dans une entreprise, en tant que cadre, c'est de commander. Et ce rapport au pouvoir, je ne veux pas le lâcher. Donc certains sont partis de même, d'autres on les a coachés, sans succès. Et on les a accompagnés à la sortie. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est l'intérêt collectif qui plaît. C'est pas l'intérêt de tel ou tel individu. Ce qui veut dire qu'en termes de posture managériale, le rapport au pouvoir, et j'en suis un exemple, entre guillemets, c'est que j'étais responsable industriel et aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation hiérarchique avec qui que ce soit dans l'entreprise. Je suis un service support. Je suis en assistance à l'ensemble des collaborateurs. Soit sur des problèmes techniques, soit sur des problèmes organisationnels, soit dans l'organisation d'une réunion pour faire une VSM, sur des projets divers et variés, mais aussi en tant que coach interne, soit du coaching individuel, soit du coaching collectif. Mais je suis en assistance
aux équipes. Aujourd'hui, je vous donne la parole, on a 90% d'entreprises qui est rattachée dans les mini-usines et 10% qui est en service transversal. En service transversal, il ne reste plus que les achats, la maintenance, l'informatique, RH Compta et la direction. Oui. Vous avez combien de temps pour faire cette transformation managériale? On a démarré réellement pour nous cette frise. Alors, quand je la présente, certains me disent wow, super, vous avez tout prévu à l'avance, génial. C'est faux. Tout ça, on l'a construit après coup. Cette frise-là, en fait, on a pris un peu de recul, on a refait un peu l'histoire et on a essayé de redater les grandes étapes. Alors maintenant qu'on a fait ça, les prochaines, on les positionnera. Mais tout n'était pas écrit comme ça. Moi, aujourd'hui, si vous me demandez quelle est la deuxième ou troisième prochaine étape à venir, je ne sais pas vous la donner. C'est collectivement qu'on la construira. Donc, pour répondre à votre question, on a daté le début, en fait, au lancement de la DSL. C'est là où on a commencé à faire bouger les choses. Et après, c'est long, c'est progressif. Parce qu'en fait, on parle de transformation. Ce qu'on est en train de faire en 2018, je vous ai parlé de Toscane, il nous aide en fait à nous transformer individuellement au sein d'un collectif. Alors ça va vous faire marrer, hein, pas, mais on parle maintenant chez nous de tête, de cœur et de tripes. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai parlé avec ma tête pendant 20 ans dans ma carrière. Et aujourd'hui, au sein de mon entreprise, j'ai fait tomber le masque d'homme providentiel, de surhomme, d'homme invulnérable, forcément, cadre, ingénieur, manager, je sais tout, sur tout, j'ai pas de faiblesse, j'ai pas de vulnérabilité. Tout ça, c'est terminé. On a fait tomber tout ça, y compris dans la direction générale, y compris la présidence de la société. Et aujourd'hui, on est juste des êtres humains qui viennent au boulot avec leurs fragilités, leurs faiblesses, et on accepte ça. Il y a des jours où certains ne sont pas bien, on l'accepte, on le prend en compte. Donc cette transformation, elle est d'abord personnelle. Certains aiment bien avancer, d'autres sont au démarrage, parce que tout le monde ne va pas au même rythme. Mais ce n'est pas un problème pour nous, on a le temps. Comment sont organisées les mini-usines? Parce qu'on dit qu'elles sont autonomes, mais ça veut dire qu'il y a une personne qui fait la compta, une personne qui fait... La compta et RH sont toujours en transversal. D'accord? Pour le reste, vous avez toutes les personnes indirectes de la mini-usine dans un même open office, au cœur de la production, et tout se gère à ce niveau-là. Alors ça a multiplié des postes, par contre on l'a fait à ISO effectif. Je vous donne un exemple qui est le plus frappant. Auparavant on avait un service ADV, on avait une personne qui s'occupait de l'ADV pour l'ensemble de l'entreprise, une personne qui s'occupait de la planif pour l'ensemble de l'entreprise, et une personne qui s'occupait des appros pour l'ensemble de l'entreprise. Et bien ces trois personnes, elles ont pris les trois casquettes, et elles ont intégré chacune des trois mini-usines. Donc ça veut dire que la personne qui était historiquement à l'ADV est toujours référente ADV dans l'entreprise, parce que c'est elle qui a l'expertise, et elle est au service des deux autres. Et elle a formé les deux autres. Et en tournant comme ça, chacun avec ses compétences, elles sont venues s'auto-former les unes des autres pour pouvoir aujourd'hui être globalement autonomes. Mais en tout cas, si elles ont un pépin, sur l'ADV, sur la planif ou sur les appros, elles vont se tourner vers la compétence référente dans l'entreprise. Ça répond à votre question? Ouais. Maintenant que vous avez décomposé en 3 mini-usines, est-ce qu'il y a quand même une collaboration entre les... Alors, avant de partir sur cette organisation mini-usine, bien évidemment, on a fait une matrice des risques, une SWOT, pour savoir s'il y avait des menaces ou des risques avec cette nouvelle organisation. La principale menace qu'on a identifiée, donc avant on avait une organisation, on avait un cloisonnement horizontal par service, comme il y a dans beaucoup d'entreprises, et en fait le risque qui nous pend en nez tous les jours, encore aujourd'hui, et ce sera encore le cas demain et après-demain, c'est le cloisonnement vertical, c'est-à-dire le cloisonnement entre les notes. Et ça, on est extrêmement vigilant par rapport à ça, parce que, bien évidemment, qu'on a connu... moi, je suis opérateur, en plus, on a de la sous-traitance entre nos usines. Donc, moi, à mon poste, je suis opérateur, j'ai un ordre de production qui arrive, qui est pour ma mini-usine, et un ordre de production qui arrive, qui est pour l'autre mini-usine.
bien évidemment, je vais prioriser la mienne. Et on n'accepte pas ça, on ne laisse pas faire ça. Mais voilà, ça nous tourne tous les jours. Il faut en être conscient. En fait, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que les managers, vous les avez formés pour qu'il n'y ait plus aucun lien de hiérarchie. Non, moi, je n'ai plus aucun lien de hiérarchie. Par contre, le responsable de la mini-usine est responsable de la mini-usine. Ah, ok. C'est bon? Non, mais c'était pour savoir que, par exemple, les managers qui ont changé de poste, par exemple, comment ils justifient après leur salaire, par exemple, parce que ça peut être aussi peut-être de prendre les responsabilités de quelque chose. Les managers, il y a ceux qui sont partis, hein, et en fait, donc ça a libéré de la place, et on a fait grimper des collaborateurs qui avaient la volonté, l'envie de prendre des responsabilités managériales, mais avec une posture différente. Parce qu'aujourd'hui, les managers de mini-usine sont managers, sont responsables. Par contre, ils ont aussi changé leur posture. Ou ceux qui n'étaient pas managers avant sont venus avec une posture d'accompagnateur, de support, plus que de donneur d'ordre. Ce qui n'empêche pas qu'on sanctionne. Hein. Parce que exigence et bienveillance peuvent cohabiter. En fait, le truc, c'est que les managers, ils sont plus passés en conseiller, on va dire, en support. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin de quelque chose. Par exemple, je vous donne un exemple sur les investissements. Aujourd'hui, une mini-usine qui souhaite investir dans une machine à 200 000 €, que ce soit Gwendal, Laurent ou moi, au niveau de la direction, c'est pas nous qui validons. On n'a pas notre mot à dire. Par contre, on va poser des questions. C'est là le changement de posture. C'est qu'en fait, l'idée c'est d'ouvrir le champ des possibles. Est-ce que vous avez pensé à ci? Est-ce que vous avez calculé le retour sur investissement, etc. C'est de les questionner, c'est de les conseiller. Ouais, une notion de conseil. Mais au final, c'est eux qui prendront la décision. Parce qu'on a confiance en eux et on estime que ce sont des adultes. Et si jamais vous estimez que ils vont pas dans le bon sens, il y a un... Alors, il y a un droit à l'erreur, ça c'est essentiel. Alors, un droit à l'erreur à 200 000 €, il faut faire gaffe quand même, hein, je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais il y a un droit à l'erreur. Aujourd'hui, on parle de droit à l'erreur, de droit à l'essai, c'est juste vital, parce qu'à partir du moment où vous commencez à faire confiance et à dire à vos collaborateurs, lâchez-vous, si à la première boulette, vous les cartouchez, c'est terminé. Prise d'initiative, zéro. Donc, il y a des droits à l'erreur, il y a des erreurs, clairement. Des erreurs qui sont faites, il y a des erreurs qui ont été faites sur quelques investissements à 10-15 000 €. Ce qui va nous importer, c'est la réaction face à l'erreur. Si c'est ouais, je m'en fous, là ça ne va pas. Si c'est ouais, j'en dors pas, ou j'ai tout de suite pensé à comment la solution, à comment je peux éviter que ça se reproduise, ok, c'est ok, ça me va. J'en ai où, là ? Ok, alors pour essayer de vous... parce qu'en fait, là c'est sur que mes mots, donc finalement peut-être que je vous raconte que des conneries. Hein. L'idée c'est de vous montrer un petit film assez court qui a été réalisé l'année dernière dans le cadre du trophée des Mille-et-une-Vies Harmonie Mutuelle. C'est un trophée sur la QVT. Nous avons remporté le prix du coup de cœur. Nous avons également remporté l'année dernière le trophée Malakoff numérique sur le Grand Ouest. Martin Technologies, on est une société de fabrication spécialisée dans la fabrication de plaques métalliques en deux décorations, de série, d'étiquettes plastiques. Et on fabrique aussi des produits pour l'électronique, des claviers à membrane, des claviers tactiles. Pour une PME de 100 personnes, le fonctionnement était assez complexe et nous avions de forts cloisonnements. Chacun dans son secteur, ton boulot c'est ça, tu fais ça, point à la ligne, on ne posait pas plus de questions que ça. C'était assez tendu. On n'avait pas la chance de pouvoir être écouté ou de pouvoir dire ce qu'on pensait.
beaucoup plus fermé. Disons, il fallait se déplacer pour venir voir les gens. Je sentais bien le besoin de changer de politique. La philosophie, c'est celui qui fait, qui sait. Donc à partir de là, on organise l'entreprise autour des personnes qui font. Les impliquer dans tous les sujets, dans tous les projets, dans tous les chantiers. C'est le principe des petits cailloux dans la chaussure. Hein. C'est on les aide tous les jours à enlever les cailloux dans leur chaussure pour faire en sorte que leur quotidien se passe mieux et que du coup ils sont en capacité de produire dans de bonnes conditions. On a mis en place du management visuel de la performance, des rituels quotidiens et la présence sur ces rituels avec les équipes de production de l'ensemble des fonctions support pour venir identifier les axes d'amélioration et ensuite les aider à les traiter et les travailler. J'ai des bonnes nouvelles. Ouais, c'est bien, on est dans les objectifs. On est à 6% par rapport au chiffre d'affaires. Vraiment, on est pas mal. La semaine dernière, Tous ceux qui avaient des soucis ou des problèmes, ils ont pu commencer à en parler. Ça fait un bien énorme. On n'est plus un numéro, on est valorisé. Moi, c'est ce que je recherchais depuis des années avant. On a la chance de pouvoir le vivre. Il y a une confiance qui s'est installée au niveau de la direction. Je viens au travail, vraiment bien. Tous les matins, je viens au travail maintenant avec plaisir, pas de stress. La journée, on la prend comme elle arrive. Martin Technologies, c'est vraiment la nouvelle façon de travailler pour moi. Je peux m'épanouir. Donc à cette occasion, vous l'avez vu, un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices qui ont été volontaires pour témoigner. Alors bien évidemment, on leur a écrit leur texte à l'avance. Hein. Ils jouent plutôt bien leur rôle. Ouais, voilà, il ne voulait pas me donner la parole. Donc, moi, je vous avais préparé tout un petit speech, et puis finalement, moi, je vais m'en passer parce que on est bien ici. Et donc, moi, ça va faire, oui, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise. Alors, je suis rentré en 89, et de 89 à 2014, je travaillais, je faisais mon travail d'ouvrier comme tout le monde. À une certaine période, ils m'ont passé, j'ai été promu coordinateur. Alors, coordinateur, c'est juste en dessous le responsable. J'avais pas ces responsabilités, mais bon, je suivais les commandes. Quand il n'était pas là, je le remplaçais éventuellement. Mais bon, en aucun cas, j'étais responsable. Et puis, du jour au lendemain, je rencontre mon responsable dans l'usine en 2014-2015. Et puis, il me dit, bah voilà, il dit, t'es plus coordinateur. Pof. Comme ça, du jour au lendemain, il me dit, terminé. Bah, je dis, ah bon, mais sans explication, sans rien. Bon, bah, je suis plus coordinateur. Hein, mais... Et puis bon, bah, quand même, ça m'embêtait parce que je m'éclatais dans ce que je faisais. J'étais bien. Hein. Et bah, du coup, ça me chiffonnait un petit peu quand même. Puis je me suis mis à me renfermer. Puis je travaillais toujours, mais bon, plus avec la même ambiance. Puis bon, Stéphane, il l'a détecté, je pense. Hein. Bah oui, je pense que tu l'avais. Et puis bon, il est venu me voir à plusieurs reprises. Ça va, Richard? Alors, ouais, ça va. Puis bon, à cette période-là, j'avais des petits problèmes de santé, comme beaucoup de personnes. Et puis, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il venait me voir par rapport à mon problème d'usine et non à mon problème de santé. Et à chaque fois, je lui disais, oui, si, ça va mieux. Et puis un jour, il me dit, ah non, il dit, ça va pas. Il dit, par rapport à ta position d'ouvrier dans l'entreprise. Et puis bon, bah, à partir de ce moment-là, on a pris rendez-vous. Et puis je pense que ça a été un peu le début de Toscane sans le savoir. On a parlé, tout ça. Et puis bon, c'est vrai que je lui ai expliqué que je le vivais très mal parce que déjà, on m'a exclu d'être coordinateur alors que j'estimais que je faisais mon travail. En plus, c'est ça, c'est que
moi j'estimais que je le faisais bien, parce que je n'avais pas de reproche ni de la direction, ni de mon responsable, ni de personne, ni de mes collaborateurs. Et puis, alors je comprenais pas. Et puis bon, ben, on a discuté, puis de fil en aiguille, je suis déjà rentré à l'école du leadership après. Et puis entre-temps, il m'a donné d'autres petites responsabilités, autres que de manager ou d'être coordinateur. Et puis bon, bah, je dirais qu'entre guillemets, la pilule, elle est passée quand même, malgré tout. De toute façon, c'était ça où j'étais presque sur le point de partir de chez Martin. Mais bon, quand on arrive à 46 ans, à cette époque-là, il faut quand même réfléchir un petit peu. C'est pour rien de changer de travail quand on a fait 26 ans dans une même entreprise, avec en plus une entreprise de métallurgie. Moi j'ai un CAP de menuisier. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte la différence. Je me voyais mal repartir dans la menuiserie après 27 ans, 26 ans. Et puis bon, bah, là il y a eu de la communication entre la direction, avec ma petite femme aussi, parce que changer de travail c'était pas simple. Et bon, bah, j'ai pris sur moi, et puis bah, voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis encore content d'être chez Martin Technologies, hein, faut pas croire. C'est pas parce qu'ils m'ont fait un coup méchant comme ça que je leur en veux. Bien au contraire, parce que c'est vrai qu'on le verra tout de suite après. Là. C'est une autre culture d'entreprise. Moi, franchement, des changements depuis 30 ans, ils avaient essayé de mettre d'autres choses au point, ça n'a pas marché. Ça a marché quelques semaines, d'autres ont marché quelques mois, et puis dès l'instant que l'ouvrier ne s'investit pas, ça ne peut pas marcher. La direction, elle est décloîtrée, et voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, l'ouvrier Martin Technologies a la possibilité de naître autrement, d'être autrement, et bon, il y en a encore qui sont un petit peu réticents. Sur 97, il y en a encore un petit peu, mais bon, ils vont rentrer dans le moule très prochainement, j'espère. Voilà. Mais bon, il faut avouer quand même que ça fait du changement, parce que quand on est habitué à travailler d'une certaine manière, et puis que presque du jour au lendemain, on nous dit on continue à travailler de la même manière, mais c'est le mental qui change. Je vous assure que déjà que la vie d'entreprise, vous le verrez dans quelques temps, la vie d'entreprise c'est très compliqué. Il faut vivre avec tout le monde, et on se voit 7 heures par jour. Mais bon, oui, au bout de 30 ans, ça se fait encore. Alors on va rentrer un peu plus dans le MVP. Donc MVP, Management Visuel de la Performance. Alors pourquoi nous on y est allé sur le MVP? C'est tout simplement un outil d'intelligence collective. Et sa raison d'être, sa vertu principale, c'est de mettre au même moment, au même endroit, des êtres humains. Des êtres humains, alors d'une part, pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent partager, pour qu'ils puissent aussi apprendre à travailler ensemble, apprendre à décider, et à décider ensemble. Il n'y a pas besoin d'un manager pour décider de quoi doit être constituée leur journée. Et puis, en découle tout un tas d'actions qui sont mises en place, des plans d'action qui sont portés par les équipes. En fait, notre conviction, c'est tout simplement qu'à partir du moment où on construit, et ça c'est un de mes rôles principaux aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de construire un environnement de confiance et de bienveillance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un environnement d'exigence, hein. C'est pas incompatible. Et nous, notre conviction, c'est que nos collaborateurs, quel que soit leur statut dans l'entreprise, sont des adultes. Tous ont une famille, tous ont une maison, ou un appartement, une voiture. Ils sont tous en capacité de gérer un budget familial, de gérer leur vie, de gérer l'éducation de leurs enfants. Et comme on a l'habitude de le voir dans les entreprises, dans la plupart des ouvriers, des opérateurs, on leur demande de laisser leur cerveau à la porte et de rentrer avec leurs mains. Nous, on a décidé, pour le même prix, de les faire travailler avec les mains et le cerveau.
de manière à ce qu'ils puissent aussi s'épanouir en tant qu'individu, en tant qu'être humain. On est convaincu qu'en traitant, en considérant nos collaborateurs comme des adultes et pas comme des enfants, on met en place en fait un système vertueux. Alors moi je ne veux pas parler de bonheur au travail parce que je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas de qualité de vie au travail. Ça c'est important. On leur fait confiance aujourd'hui, et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est sur des postures d'accompagnement. Donc ça veut dire que toute la partie management visuel de la performance qu'on a pu déployer dans l'entreprise, on l'a fait avec eux, et on l'a fait pour eux. C'est-à-dire qu'on est en accompagnement et on construit, on est plutôt en accompagnement méthodologique, mais ce sont nos collaborateurs qui définissent ce qu'ils veulent mettre en place. On va vous repasser la fin du film d'Harmonie Mutuelle pour vous vraiment faire comprendre comment nous on fonctionne lors des points rituels. De la performance, des rythmes. Alors l'idée, vous l'avez vu ça tout à l'heure, c'est que vous puissiez voir comment fonctionne un rituel. Là c'est difficile, on ne peut pas vous le simuler. Voilà, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui. Donc ça c'est dans votre mini-usine, c'est dans la mini-usine IHM. On a mis en place du management visuel de la performance, des rituels quotidiens et la présence sur ces rituels avec des équipes de production de l'ensemble des fonctions support pour venir identifier les axes d'amélioration et ensuite les aider à les traiter et les travailler. J'ai des bonnes nouvelles. Donc ça c'est tous les matins. C'est bien, on est dans les objectifs. On est à 6% par rapport au chiffre d'affaires. Vraiment on est pas mal. La semaine dernière, Tous ceux qui avaient des soucis ou des problèmes, ils ont pu commencer à en parler. Et ça fait un bien, c'est énorme. On n'est plus un numéro, en fait, on est valorisé. Moi, c'est ce que je recherchais depuis des années avant. On a la chance de pouvoir le vivre. Il y a une confiance qui s'est installée. Là, vous voyez, il y a de l'interaction. L'idée, c'est pas que ce soit une communication unidirectionnelle. Bien. Tous les matins, je viens au travail, maintenant avec plaisir, pas de stress, la journée communication dans tous les sens, c'est là où on remonte les problèmes. Martin Technologie, c'est vraiment il y a la des nouvelle échanges, il y a façon des débats qui se lancent pour savoir qu'est-ce qu'on fait, des des propositions qui sont faites. Enfin, voilà, c'est vivant. C'est pas une communication top-down. Donc ça, c'est une première partie. Après, on parle quand même cas concret, les clients, comment ça se passe, ce qu'on a expédié, ce qu'on va avoir en retard, si on peut prendre de l'avance, etc. Donc tout ça, ça se fait au rituel du matin. Et puis, on essaye aussi de les faire évoluer un peu tout le temps. Donc, par exemple, le mercredi, c'est 1.5 ciblé vraiment que pour la qualité. Et le vendredi, c'est ciblé principalement sur les chiffres, sur le côté commercial en fait, de l'IHM. Et autrement, dans tout ça, ça permet aussi surtout que tout le monde vienne se dire bonjour. Parce que le bonjour, dans une entreprise, pour moi, c'est important. Parce qu'on est une petite usine, et pourtant, l'usine n'est pas la même, elle est grande. Et alors, du coup, ça permet vraiment de relier tout le monde, tout au moins l'IHM, et de se dire bonjour le matin, et puis avec ceux avec qui on a un peu plus d'infinité, le petit comment ça va, ton petit problème d'hier, il s'est résolu, tout ça. Et une journée, elle passe beaucoup mieux déjà quand il y a du sourire le matin et quand il y a un bonjour. Et ça, c'est primordial dans une entreprise. Parce que je vous assure que quand on passe 30 ans à côté de la même personne et puis qu'elle vous regarde et puis qu'il n'y a rien qui sort de la bouche, c'est très compliqué. Surtout quand au début on a fait quelques efforts pour dire bonjour, 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 et puis qu'on attend encore, à un moment donné, passe dans ton coin, et puis voilà. Et c'est pas le but. Le but, c'est de réunir tout le monde. Donc ça, c'est des exemples de MVP qu'on a à l'IHM. Donc le premier, ça c'est le MVP découpe-assemblage. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, l'un comme l'autre. De toute façon, c'est pour dire à date ce qui doit être fait, s'il y a de la traitance interne ou pas.
Voilà à peu près. Après, chacun, par exemple sur l'assemblage, pour qu'elles arrivent à s'entendre, chacun a son rôle, sa tâche en fait à exécuter à la journée. Voilà. Et puis ça c'est le planning activité maintenance qui fonctionne aussi un peu de la même manière. Ils viennent poser leur post-it à la semaine ou à la journée, savoir ce qu'ils ont à traiter, à prioriser. Donc ça c'est aussi super important. C'est que le MVP sert aussi à prioriser et vraiment on voit, c'est du visuel donc ça aide à percuter directement en fait. Est-ce que j'étais assez claire? Parce que d'extérieur c'est pas forcément évident à comprendre. Tous les jours ils bougent. Hein. Bah, ils bougent. Les magnettes bougent. Parce que donc ça, une magnette de couleur représente une série pour nous. Et du coup, quand elle est passée sur la machine, quand elle est prête à l'étape d'après, l'opérateur vient enlever la magnette. Et du coup, on avance au jour le jour. Et donc tous les jours, la bande jaune que vous voyez aujourd'hui, là, forcément tous les jours, elle avance. Et donc du coup, si elle avance et qu'il reste encore une magnette derrière, c'est la priorité de celui qui va arriver à 5 h le matin. Il commence par ce travail-là. Celui qui n'a pas été fait la veille, il doit être fait le jour même à 5 h. De façon, parce que les autres, ils ne voient pas qu'on l'a fait en retard. Ce qui est important de préciser, c'est que ça, c'était construit par les opérateurs. C'est pas un chef qui est venu dire à partir de demain, on fonctionnera comme ça. Ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on appelle la co-construction, et la co-construction permet l'appropriation. Si en tant que responsable, vous pointez en disant à vos équipes, à partir de maintenant, on fonctionnera comme ça, et qu'en plus, il faut que ça bouge, donc vous leur demandez de leur bouger des petites magnettes, des petits trucs, le truc, il va durer 15 jours maximum. Parce que ça les saoule, parce que ça leur apporte rien. Et l'idée, si c'est juste pour faire plaisir au chef, ça n'a aucun sens pour eux. Donc ça ne vivra pas. D'où la co-construction, alors c'est plus long, parce que c'est des réunions avec les opérateurs. C'est sûr, moi si je dessine un truc dans mon bureau, ça va prendre 5 minutes. Il faut savoir changer son rapport au temps pour mettre en place des choses pérennes et durables. Et avant d'arriver à des choses comme ça en dur, alors voilà, elles mettent leurs couleurs, elles mettent... c'est celles qui customisent esthétiquement aussi leur truc, elles ou eux d'ailleurs. Et avant d'arriver là, on a commencé sur du papier craft. C'est important aussi. L'expérimentation, elle est essentielle. C'est-à-dire que si on attend d'avoir un truc top nickel pour se lancer, on ne se lance jamais. Donc il faut y aller, il faut faire du craft, il faut se planter, il faut enlever des trucs, il faut en rajouter. Et ça, c'est un processus en fait sans fin. Et c'est pour ça que les MVP que vous voyez là, c'est pas le cas ici, mais ceux que vous voyez là, ils sont évolutifs. C'est-à-dire que si un jour ils en ont marre et ils veulent rajouter un truc, ils peuvent tout déplacer, ils peuvent tout reconstruire. Et plus vous figez les choses, plus en fait vous figez la réflexion. Et donc du coup vous avez un MVP qui n'évolue plus dans le temps. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'avant toute cette mise en place des MVP, c'était chez Martin Technologies, comme je pense ça doit être ailleurs, c'est des tensions extrêmes tous les jours. Tensions extrêmes parce que moi je travaille sur une machine, on travaille pour 3 mini-usines plus la ligne plastique dont je fais partie. On a un grand chariot qui fait 1 mètre par 80 de large et c'était celui qui amenait sa série le plus près sur le chariot pour que la série elle soit faite. Et ben, je vous explique pas, quand on leur disait bah non, celle-là on a ça à faire avant parce qu'il y en a pour 2 heures. C'était tous les jours, c'était tension extrême, et qui dit tension extrême, bah, dit forcément mauvaise production, mauvais rendement, et que là, avec ça, tout le monde vient se positionner. S'ils viennent se positionner au jour J, ils n'ont pas le droit. Bah, ils ont le droit, sauf qu'ils viennent se concerter avec la personne prévue. Et c'est la personne qui dit oui, ça va passer, non, ça va pas passer. Si ça passe pas, c'est automatiquement posé au lendemain. Par contre, le lendemain, il faut s'engager à le faire. Ce que dit Richard, c'est important parce que ça, en fait, quelque part, ça force un peu les collaborateurs à se parler. Dans les entreprises, on ne se parle plus beaucoup. Je me souviens même qu'au début, une fois je passe voir Richard, il était en colère. Richard en colère, voilà. Et en fait, ça c'est son MVP à Richard.
MVP de la ligne plastique. Et du coup, il avait ras-le-bol, je fais qu'est-ce qui se passe? Il me dit j'en ai ras-le-bol parce que le poste aval, qui vient positionner ses besoins, il positionnait tout agit. Mais en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elles attendaient qu'ils partent en pause, elles arrivaient en loose day comme ça, elles foutaient leurs besoins agis et elles partaient. Richard, il a la casquette, quoi. Donc je lui dis, Richard, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? C'est bon sens. Ouais, mais clairement, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Rien. Donc moi, je me mets à leur place, je ferai pareil. D'où l'importance de mettre en place des règles de vie entre les équipes. Tous ceux qui viennent alimenter leurs besoins sur le MVP de Richard et ses collaborateurs, la règle qu'ils ont décidée, c'est celle qu'a dit Richard, agit, intervient. Il y a obligation de concertation. Donc on se parle, on décide ensemble, on trouve des consensus. Et si c'est J+1 et au-delà, il n'y a pas de souci. On a la réactivité pour pouvoir produire. Ça, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est aussi aux opérateurs entre eux de construire leurs règles de vie. Et il faut savoir aussi que tout ça, et en général, quand on fait visiter notre entreprise et que nos collaborateurs discutent avec nos visiteurs, là où ils hallucinent, en général, nos visiteurs, on a reçu des managers de Thales, de Louis Vuitton, là on est contacté par Ariane Group pour venir voir, une toute petite PME de mémoire. Et en général, ce qui les fait halluciner, c'est que tout ça, ça se passe sans chef. Il n'y a pas de chef, hein. Il n'y a pas de manager. Ce MVP-là, l'équipe fonctionne en 2-7. L'équipe du matin, l'équipe de l'après-midi. Donc il y a en rituel à midi moins 5. Elle se voit, elle décide. Et ça se passe sans manager. Alors après, on me demande, mais ça va quoi les managers? Pas bientôt. Un manager aujourd'hui dans l'entreprise, il sert à développer le business et à développer ses équipes. Développer le business et les êtres humains. C'est tout. Enfin, il y a beaucoup de choses à ça, mais c'est ça son rôle. C'est pas d'aller dire autant comment ça va. Au niveau performance de production et de chiffre d'affaires, ça a bougé pour vous depuis que vous avez mis ça en place? Chiffre d'affaires, non. Chiffre d'affaires, non. On stagne depuis plusieurs années. Mais depuis qu'on a mis en place cette culture d'entreprise, on a volontairement arrêté des business. Il y a des business qui n'étaient pas rentables, on a décidé d'arrêter. Et il y a des clients qui, culturellement, ne nous conviennent plus. C'est-à-dire que ce sont nos équipes, alors là on parle d'équipes indirectes dans le bureau, ceux qui sont en contact avec les clients. On a un client qui représente, qui est dans le top 5 de portefeuille client. L'équipe a décidé d'arrêter de travailler avec ce client-là. Pour la simple et bonne raison qu'il est tout le temps en train de gueuler, il est irrespectueux. Donc ils ont demandé au directeur général d'aller à Lyon avec le commercial de la usine, voir ce client-là et lui dire « Cher monsieur, nous avons arrêté de travailler avec vous. Parce que vous êtes insupportable et nos équipes, humainement, ne peuvent plus travailler avec vous. » Donc ça fait du chiffre en moins, forcément. Mais le deal, c'est que l'équipe qui a décidé d'arrêter, ils se démerdent pour trouver le chiffre. C'est ça la responsabilisation. On parle d'autonomie et de responsabilisation. Pour répondre à votre question, chiffre d'affaires, c'est fait. En termes de rentabilité, on a fait 3-4 années en déficit. 2018, on a fait le même chiffre d'affaires en 2017 et on est en symétrie de résultat, net par rapport au point zéro, on est en symétrie par rapport à des années. Donc, je ne vais pas vous donner le résultat, mais si on était à moins 200 000 l'année dernière, aujourd'hui on est à plus de 100 000 en résultat avec le même chiffre d'affaires et réalisé au effectif. Donc ça veut dire qu'on a baissé notre point d'équilibre. Et ça veut dire que plus on baisse notre point d'équilibre, ça veut dire que dès qu'on va commencer à redévelopper le business, ça va faire sauter le résultat. On a moins de retard aussi. Moins de retard et du coup les clients sont plus satisfaits. Et depuis qu'on est passé au tableau, là, du jour au lendemain, le stress,
le stress travail envolé. Je vous assure que ça a été du tout ou rien. Là, il y a des indicateurs, il y a du qualitatif. Forcément, on mesure ça sur des indicateurs de mesure. On parle de rentabilité, on parle de chiffre d'affaires, on parle de taux de service, ça va exprimé. On parle de coût de non-qualité, on parle de temps d'écoulement. Aujourd'hui, on a une capacité de proposer des délais plus courts à nos clients. Donc on a amélioré notre taux de service tout en proposant des délais plus courts à nos clients. On a amélioré notre taux de satisfaction client de 10 points. Et ça c'est pour la partie. On en parlera tout à l'heure, le taux d'absentéisme et l'accidentologie. Je crois que vous êtes dans cette filière-là. On va vous en parler tout à l'heure. Donc on a amélioré ça. Et après, comme l'a dit Richard, il y a tout ce qui ne se mesure pas. La qualité de vie au travail, les sourires. Aujourd'hui, quand on a des visiteurs qui viennent nous voir, ils nous disent ouais, chez nous, les gens ils sont sympas, ils sont agréables, ils sourient. Et ça se mesure pas. En tout cas, on n'a pas forcément envie de le mesurer. On le vit et on en profite. Quelle est la part dans ce système du négociable et du non négociable? C'est-à-dire que là, j'entends équipe semi-autonome. Si vous allez votre ambition, c'est quoi? C'est d'aller vers, avec des grosses guillemets, l'entreprise libérée, la SCOP? Non, pas la SCOP, l'entreprise libérée. On ne se définit pas comme ça parce que voilà, l'entreprise libérée, il y en a qui en font du business aujourd'hui, pour le flex par exemple. Nous, on parle, dans notre projet d'entreprise, on n'a jamais dit notre cible c'est l'entreprise libérée. Notre cible c'est l'autonomie et la responsabilisation de nos équipes. C'est comme ça qu'on communique. Maintenant, si on veut faire des raccourcis, oui, on peut se qualifier d'entreprise libérée. Après, sur les mini-usines, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, chaque mini-usine a son propre compte de résultat. Donc on va modifier notre compte analytique pour que chacun puisse avoir son propre compte de résultat et être capable de mesurer sa propre performance, sa propre rentabilité, son propre chiffre d'affaires, en fonction des décisions qu'ils prennent. Parce qu'on ne peut pas leur demander de piloter leur activité dans les responsables sans qu'ils puissent voir l'impact de leurs décisions sur la renta de leur activité. Une concurrence entre les usines, un peu. Ce que je disais tout à l'heure, ça nous prend tous les jours, à nous d'être extrêmement vigilants. D'où la mise en place des panneaux comme ça. Parce que dès l'instant parce que bon, les panneaux dans l'usine commencent à se multiplier. Et moi, personnellement, je vois quand je vais positionner mon magnète sur un tableau identique en ligne métal, pour avoir un support métal, au jour d'aujourd'hui, je l'ai à 98%. Quand je ne l'ai pas, ils appellent, le jour, ils s'appellent, ou la veille, ils s'appellent en me disant voilà, on est en rupture de cette matière-là, ou on a une charge de travail, est-ce qu'on peut repousser de 1 ou 2 jours? Et s'il n'y a pas le choix, de toute façon, c'est comme ça. Mais au moins, on est prévenu et on sait pourquoi. Qu'avant, il se passait 2, 3, 4 jours, une semaine, 15 jours, et puis on n'avait toujours pas nos pièces. Et puis à un moment donné, on se pointe là-bas, ou le responsable il se pointe, et puis il commence à respecter. Et ça, du coup, il ne faut pas. Et il ne faut pas, et ça ne se passe plus comme ça chez nous. On va se positionner sur le tableau. S'il y a un souci, ils appellent, ils disent voilà, tu as positionné telle série à telle date. On ne va pas pouvoir aujourd'hui, vous l'aurez demain. Voilà. Comme ça, on sait, on l'a demain. Moi, la collaboratrice qui travaille en emballage, qui vient me voir, est-ce qu'on va l'avoir? Non, on n'aura pas parce qu'il y a un retard sur la pièce. Et par contre, tu les auras demain ou après-demain, selon le travail qu'il y a encore à faire derrière. C'est une relation, en fait, on est en train de mettre en place une relation. Ce type de MVP permet de mettre en place une relation client-fournisseur à l'intérieur de l'entreprise. Puisque lorsqu'on a créé les 3 mini-usines, on ne vous l'a pas dit, on a essayé de les faire les plus autonomes possible. Et bien évidemment, on n'avait pas les moyens de multiplier l'achat des équipements pour les rendre complètement autonomes en termes de process et de machines. Donc c'est pour ça qu'il y a la sous-traitance entre les usines. Et lorsque on s'est dit au début, ok, on accepte qu'il y ait de la sous-traitance entre les usines, on s'est dit, comment on va gérer ça? C'est facile, hein. Il y a 3 responsables de l'usine, ils vont voir tous les matins, ils vont faire le point, et puis après ils vont aller dans les ateliers, puis ils vont dire tout le monde ce qu'ils veulent faire. Voilà. Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas le rôle d'un manager de faire ça. Il a
autre chose à faire avec l'objet. Donc l'idée, ça a été d'amener cette responsabilité de sous-traitance, d'engagement sur les délais au niveau des opérateurs, et qui se parlent entre eux, qui prennent des engagements entre eux, et qui gèrent ça. Ils sont en capacité de le gérer. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne leur faire la messe pour leur dire quoi faire. Un exemple flagrant aussi, c'est au niveau de l'ADV. Auparavant, dans l'ancienne organisation, quand un client appelait pour avancer un délai, donc il voulait avancer un délai d'une semaine par exemple, ça tombait sur l'ADV. L'ADV remplissait un formulaire qu'elle envoyait au niveau du service supply chain, qui regardait dans l'ERP. Ensuite, qui envoyait le même formulaire au responsable de production pour lui demander si c'était possible ou pas. Lui, il allait voir en prod, etc. Et des fois, ça prenait 48 heures pour répondre au client sur son avancement de délai. Et souvent, on mettait 48 heures pour lui annoncer non, désolé, monsieur, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça se passe comment? Le client appelle l'ADV, donc cette fameuse personne qui a les 3 casquettes, l'ADV approfondive, donc du fait d'avoir les 3 casquettes, du coup, elle a la vision globale. Elle va en prod, elle garde le téléphone, elle ne coupe pas le son. Elle laisse le client en ligne. Le client, finalement, au téléphone, participe à la discussion entre la personne de l'ADV et les opérateurs. Est-ce que c'est possible? Le fait d'avoir la vision globale comme ça permet de voir si on peut avancer un délai ou pas. Il participe à la discussion et en live, dans les 5 minutes, il a sa réponse. Soit positive, il est très content, soit négative. Mais le fait de faire comme ça et qu'il participe à la discussion, ben je vous assure que l'activité la passe beaucoup mieux. Si c'est, on vous rappelle, clac, et qu'il n'a pas participé à tous les débats, non mais attendez, écoutez-moi, là ça passe tout seul. C'est un changement d'approche. Du coup, chez nous, on a un responsable HSE, donc un apprentissage, un ingénieur sur Angers. Donc il s'appuie énormément sur le MVP pour faire passer tout ce qu'il a à faire passer en fait, sur l'hygiène, sur la sécurité. Donc sur toute la semaine, il essaye de tourner tous les matins pour aller dans chaque rituel, pour savoir si on a des problèmes à faire remonter, si lui il a des choses à dire. Et puis il en profite aussi pour sensibiliser tous les collaborateurs. Donc voilà, c'est ce que je disais, faire remonter les problèmes et impliquer, engager les équipes. Donc il profite vraiment de cette culture, de tous ces MVP pour faire passer ces messages et justement pour mettre des actions et nous sensibiliser à tout ça. Il a mis aussi en place l'analyse des risques. Donc, ce craft que vous pouvez voir ici, c'est lui qui l'a co-construit. En fait, donc on a chacun des problématiques principales. Et en fait, avec les post-it, on va venir le poser dans ce tableau-là. Et en fait, on va évaluer si c'est une problématique faible, moyennement faible ou vraiment très élevée. Qu'est-ce que je pourrais en dire de plus, Stéphane, dessus? En fait, vous connaissez l'ISO 14001, l'ISO 9001. Ouais. Vous êtes au courant qu'il y a une évolution de normes il n'y a pas très longtemps, on l'a fait 2015, ouais, maîtriser tout ça. Et donc nous, on a la triple certification depuis, on avait dit 2003, je crois, 2003-2004. Et en fait, on a basculé donc, sur la V2015 assez récemment. Et une des modifications majeures, enfin, une des évolutions majeures de la V2015, c'est le pilotage par les risques. Vous connaissez ça, je suppose parfaitement. Et en fait, donc, sur chaque processus, de notre cartographie des processus, on a créé une matrice de risques. Et donc ça, c'est la norme qui le veut. Hein. Mais plutôt que de prendre les évolutions de normes comme des contraintes, on les a prises comme des opportunités. Et on s'est dit, comme on est plutôt calé en management visuel, et que ça marche plutôt bien dans le sens partage avec les équipes, faire circuler l'information, débattre entre êtres humains, eh bien, rendons ça visible.
rendons ça visible et pilotons collectivement, dans chaque processus, pilotons notre matrice de risque. Dans la plupart des entreprises, moi j'ai pu connaître ça, le HSE, tout le monde s'en cogne. Vous êtes au courant? Et en fait, alors vous avez le document unique qui est dans le PC du responsable HSE. Vous avez les aspects environnementaux qui sont dans le PC du responsable HSE. Et en fait, tout est dans son PC à lui. Donc tout le monde s'en fout, puisque c'est la responsabilité que du responsable HSE, puisque c'est pas rendu visible. En tout cas, c'est ma croyance. Alors on a décidé de faire différemment. On s'est dit, impliquons les collaborateurs. Rendons visibles les risques, cotons, la cotation, gravité, fréquence, etc. Cotons les risques avec les équipes, avec les parties prenantes. Ce risque-là, stratégie, qualité, environnement, sécurité, il se situe où? Qui sont les parties prenantes? Et faisons la cotation avec les parties prenantes. Donc c'est pas le manager qui cote tout ça dans son coin. C'est pas la direction. Ce sont les parties prenantes. Donc il donne une note, hop, ça positionne sur la matrice. Donc vous voyez peut-être pas bien d'ici, mais il y a une partie qui est rouge. Toute cette partie-là est rouge. La partie du milieu est jaune. Cette partie-là est verte. L'objectif, c'est de mettre des plans d'action, de piloter notre activité par les risques, donc de mettre l'énergie des équipes, des services support sur ces risques-là, dans les PDCA qui sont là, d'accord, pour faire diminuer le risque, donc de le faire passer du rouge au jaune, éventuellement du jaune au vert, ou éventuellement dégager le risque parce qu'on a tué le risque. D'accord? Et ça, c'est partagé avec l'ensemble des équipes dans les rituels. Alors, on n'en parle pas tous les jours, hein, je crois que vous en parlez une fois par mois. Et ça donne aussi du sens aux équipes sur ce que font les autres services. Je vous donne un exemple. Moi, je suis opérateur, j'ai une roulette là sur ma chaise qui roule mal, ça me gave, j'en ai ras le bol. Ça fait 6 mois que je demande à la maintenance de changer ma roulette, et la maintenance s'en fout. Bon, ok. Donc ça m'énerve, ça me frustre, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent, quoi? Je les vois à la pause, ils ont bien le temps de changer ma roulette quand même. Et en fait, ça donne du sens pour dire, donc partout où vous avez des pastilles vertes, avec un numéro, ça veut dire que le risque est en cours de traitement, il y a une action dans le plan d'action. Et donc, tout un chacun est en capacité de comprendre qu'on est sur des risques forts, que la maintenance est en train de travailler sur des risques forts, et qu'elle ne peut pas être partout. Et donc j'accepte, je suis moins frustré, j'accepte de patienter, parce que là on a identifié un risque fort, où forcément il faut qu'on mette l'énergie de nos équipes, notamment la maintenance, dessus. Et vous voyez aussi des post-it où il n'y a pas de gommette verte. Ben, ça veut dire tout simplement qu'on a décidé de ne pas les traiter pour le moment. Donc forcément on va essayer de traiter ceux qui sont le plus dans la partie rouge, mais on accepte de vivre avec des problèmes. Et ça, c'est assez nouveau chez nous. Parce qu'auparavant, on voulait tout traiter. On voulait tout traiter. Le dernier sujet qui arrivait sur la table, on se jetait dessus, et en fait, on ne traitait rien. Enfin, en tout cas, durablement, on ne traitait rien. Là, on accepte de vivre avec des risques plutôt faibles, plutôt moyens. Et quand on aura tordu le coup à ceux-là, on s'attaquera aux autres. On ne peut pas être partout. Du coup, on a parlé un petit peu tout à l'heure, tout cet engouement, notre responsable qui est, enfin HSE qui est vraiment présent, du coup, depuis 2016, on a un taux d'absentéisme qui baisse complètement. Donc on peut se dire que les collaborateurs sont vraiment épanouis et contents de venir au travail, ça arrive. Ensuite, pour les presque accidents, donc c'est pareil, toujours en constante baisse. Et bon, après, les accidents de travail, c'est pareil, on travaille depuis un petit moment dessus. Ça a aussi bien baissé.
Cette année, enfin l'année dernière, c'est remonté un petit peu, mais ça s'explique par 2 accidents sur le trajet. Donc c'est pas forcément des accidents liés sur le poste, parce qu'on met tout en œuvre pour qu'il n'y ait aucun accident. Mais voilà. On va passer sur la partie, puisque la thématique du jour c'était du papier craft à la commercialisation de produits de management visuel de la performance. Donc on a décidé il y a 1 an, en fait il y a eu une convergence d'idées, je vais reprendre dans le bon sens. On a démarré le MVP en 2015, je crois, ouais, 2015, et en fait, de par nos équipements, vous avez vu dans les films qu'on vous a montré, on traite, on processe du métal, on processe du plastique, on a des machines de découpe, on a des machines d'impression. Bref, on a été complètement autonome depuis la mise en œuvre du management du MVP. On a été complètement autonome sur la fabrication de nos outils MVP. Donc on n'a pas acheté dans le commerce des tableaux, des post-it, des magnettes, on a tout fait de nous-mêmes. Et puis, il y a 1 an, il y a eu une convergence d'idées, notamment de quelques opérateurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit mais si on commercialisait des produits de management visuel, ben, on a une bonne idée. Et de par cette évolution culturelle, l'idée c'était vraiment de dire maintenant tout est possible. C'est-à-dire que même en termes d'intrapreneuriat, quelqu'un qui a une bonne idée, on la met en œuvre. D'où qu'elle vienne, qui elle vienne, peu importe. Et donc, on s'est lancé, ça fait 1 an qu'on travaille dessus. Et donc, on a lancé la semaine dernière, officiellement, la marque Organise. Donc, on a créé de toutes pièces. Et en fait, comment dire, le marché du produit de management visuel existe. Ce marché-là ne nous attendait pas. Il y a des gros faiseurs sur ce marché-là. Donc, il a fallu se différencier pour exister. Et l'idée, pour nous, la plupart des gros faiseurs, en fait, ils font du e-commerce. Vous allez sur leur site, vous commandez ce que vous voulez, vous savez combien ça coûte. E-commerce, vous connaissez ça. Et c'est du standard. Vous n'avez pas forcément le choix sur les couleurs, le tableau, etc. Donc nous, nos éléments différenciants, c'est quoi? C'est, premièrement, nous sommes des utilisateurs fabricants. Ce n'est pas notre activité principale. On utilise le MVP. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question sur le négociable et le non négociable, mais je viens d'y penser. Le fait de piloter les ateliers, les zones de travail par le MVP, c'est non négociable. C'est notre système de pilotage, on a décidé ça collectivement il y a 4 ou 5 ans, c'est non négociable. Ça, c'est le pourquoi. Le comment, c'est complètement open. Vous avez vu des managements visuels variés. Il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont complètement différents. En fait, ça doit répondre aux besoins des collaborateurs de telle ou telle zone. Donc le comment, c'est la co-construction, c'est eux qui font. Par contre, le fait de piloter par le MVP, on est convaincu que c'est la bonne chose, c'est la bonne démarche, donc ça, c'est pas négociable. Donc, le premier élément différenciant, nous sommes des utilisateurs fabricants. C'est-à-dire que notre showroom, en fait, c'est notre entreprise. Le deuxième élément différenciant, c'est la personnalisation. Je vous l'ai dit, les gros faiseurs, c'est du standard. C'est même très souvent du négoce. Hein. Pour certains, ils achètent ça en Chine et puis ils importent. Nous, on fabrique tout en interne, donc c'est aussi du Made in France. Et c'est la customisation, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients dans la définition de ce qu'ils veulent et on leur fabrique ce qu'ils ont envie de faire. Nos cibles, ce ne sont pas que les entreprises. Nos cibles, ce sont toutes les organisations où il y a des êtres humains. Donc là, vous avez quelques exemples de management visuel. Ça, c'est fait en impression numérique. Hein. Avec un système en fait de magnettes. Ici, on s'est dit, par exemple, on a imaginé que dans le BTP, ça pourrait être utile, alors ça existe déjà, hein, sur peut-être moins joli, on doit pouvoir gérer dans le BTP un planning de travaux. Ici, c'est un peu petit, on a imaginé dans une mairie. La gestion des salles,
les chaises, les vidéoprojecteurs, etc. Alors c'est notre imagination, hein. Mais on s'est dit... et donc c'est toujours des magnettes hein, à chaque fois, donc c'est assez pratique. Et on s'est dit que voilà, ça pouvait aider une mairie à gérer son activité. On a aussi pensé, vous le verrez sur le site internet, on a aussi pensé à des hôpitaux. Comment gérer les lits, comment gérer les chambres dans les hôpitaux, ça pourrait être utile. Et en fait, c'est déclinable à l'infini. L'idée, c'est partout où il y a des organisations humaines, où il y a des êtres humains qui travaillent ensemble, le fait d'avoir un tableau sur lequel on se regroupe pour pouvoir échanger, avoir la vision globale et décider, ça nous paraît essentiel, ça nous paraît clair. Je ne sais pas si vous avez vu à la télé récemment avec les gilets jaunes et comment on appelle ça, les groupes de travail dans les mairies pour essayer de sortir des sujets c'est le RIC, c'est ça, non? Ouais. C'est quoi déjà ce que ça veut dire le RIC? Ouais. Et en fait, moi j'ai vu ça à la télé l'autre jour sur M6, il y a dans une mairie, et bien, quand vous avez plein de gens, en plus qui ne sont pas d'accord, au même endroit, comment faire ressortir une décision? Et là, de mémoire, dans le reportage qui est montré, c'était une réunion collective, donc là on parle d'intelligence collective, pour réussir à sortir les 3 thématiques sur lesquelles il voulait travailler. Ça peut rapidement être un beau bordel. Plus on est nombreux, plus on n'est pas d'accord, pour ressortir, pour trouver un consensus pour arriver à quelque chose. Donc ils faisaient ni plus ni moins que du MVP. Ils avaient des post-it, et petit à petit, tac, 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 en posant les post-it, les idées des uns des autres, ils sont arrivés, certainement par la récurrence des sujets qui sortaient, ils sont arrivés à identifier le top 3 des sujets sur lesquels ils voulaient se pencher. Donc on est vraiment là-dedans. C'est comment l'intelligence collective se matérialise, et ce ne sont que des outils d'intelligence collective. Alors on va vous montrer notre philo. Finalement, cette marque organise, en fait, elle porte nos valeurs et nos croyances. Et donc, on va vous montrer le motion design, puisqu'on a fait un motion design qu'on a teasé sur LinkedIn. On a fait un teasing la semaine dernière. Dans un monde qui bouge, notre société évolue en permanence. Nouvelle génération, nouveaux usages, nouveaux outils. Il est temps de créer un nouveau modèle pour un meilleur environnement de travail, où chaque collaborateur pourra trouver sa place. Aujourd'hui, le quotidien est rythmé par des contraintes diverses. Hyperconnectivité, réactivité, flexibilité, disponibilité, efficacité, santé, sécurité. Cette organisation est arrivée à saturation. La prise de conscience est contagieuse. La collaboration est source d'épanouissement. Elle permet de motiver les équipes et de fidéliser les compétences. Un nouveau cycle se dessine, créant l'opportunité de construire le management de demain, basé sur l'échange et la responsabilisation. La pensée individuelle laisse alors place à l'intelligence collective au service de la performance globale. Le management visuel de la performance permet à chacun de repenser l'organisation interne. En décloisonnant les process, on rassemble les équipes et libère la parole. Cette restitution graphique des flux et actions de la structure en donne une vision claire. Et les résultats sont au rendez-vous. Moins d'absence et d'accidents, plus de motivation et d'engagement, le tout dans une volonté d'amélioration continue. Nous avons imaginé des outils au service de cette démarche. Conçus sur mesure pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs, ils favorisent les rituels d'échange et la lisibilité des informations pour tous. Organise, utilisateur et fabricant d'outils de management visuel. Voilà, donc, vous avez entendu en fait dans ce motion design pas mal de choses qu'on a pu partager avec vous depuis le début. Hein. Ça porte une valeur. On croit vraiment. Donc là, je vais vous montrer rapidement en fait notre site internet. Je vous invite à aller voir tranquillement après. Alors. Donc voilà, comprendre notre démarche, tout ce qu'on a pu vous expliquer pendant nos 2 heures.
la mise en place d'Organize. Comment fonctionne un MVP. On montre aussi l'équipe qui compose Organize. Céline. Voilà. Donc elle explique ce qu'elle fait et pourquoi elle intervient sur la marque. Voilà, le côté personnalisation des produits. Voilà, vous venez si vous avez quelque chose en tête. Et nous, on peut tout faire. Donc, vous choisissez le format, le contenu, les couleurs, la matière, etc. Vous choisissez tout et nous, on fait. Voilà, et la petite partie actualité. Donc, on met des articles, par exemple sur le management visuel, sur des témoignages d'entreprises qui ont eu affaire à nous, qui ont acheté nos produits. Et puis la petite page contact si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir, si vous voulez avoir plus d'infos, et puis même si vous voulez venir visiter l'entreprise. Donc là c'est sur nos produits. Donc ce qu'on fait principalement, donc les totems. Donc on a amené un ici pour vous montrer. Tout ce qui est panneau. Et puis les magnettes, donc les petits magnettes que vous pouvez voir sur les panneaux. Donc tout ça c'est personnalisable. Tout le monde s'en est servi ça, parce que tout le monde mettait les petits magnettes sur le... Quand on ouvrait des céréales collées sur le... Là, par exemple, celui-ci, c'est ce qu'on a imaginé pour un hôpital. Où, en fait, c'est un plan d'implantation d'un hôpital et, avec des chambres. Et puis là, c'est des fiches clients. Les clients, s'il y a des lits par chambre, etc., des lits qui sont vides. Et on imagine que ça pourrait servir dans un hôpital ou pas. En tout cas, c'est une idée. En termes de prix, ça coûte combien? Bon, on est autour de entre 500 et 1 million, en fonction de ce que tu veux, la taille, le nombre de couleurs. Un totem comme ça, c'est dans 600 000. Voilà pour nous, on vous a expliqué qui j'avais ça. Maintenant, la question. Pour organiser la marque? Oui, tout à fait. Donc justement, dans la page contact, vous avez affaire à soit à moi, soit à Stéphane, pour la partie conseil, savoir ce que vous voulez. Et tu travailles à contrat dessus ou... Non, pas encore. Comme c'est tout récent, on ne travaille pas encore. Dans les éléments différenciants, je n'ai pas cité tout à l'heure, le fait que, j'ai dit que notre showroom c'était notre entreprise, c'est que l'idée en fait c'est de faire visiter notre entreprise. On le fait déjà, mais pour des entreprises, enfin des organisations humaines qui se tâteraient, est-ce que l'MVP ça a du sens, est-ce que ça sert à quelque chose, plutôt que de lire des choses dans la littérature ou dans la presse, c'est de venir voir un vrai cas concret d'une vraie entreprise et pas d'échanger avec moi, mais d'échanger avec les opérateurs, les collaborateurs qui l'utilisent au quotidien. Et après, ils nous achètent ou pas, on est assez à l'aise avec ça en fait. On a
comment dire, si on peut avoir un impact sociétal sur les entreprises, dans notre philosophie de vie et de vision des choses, ça nous va bien. Si parce qu'on fait, il y a des entreprises qui décident de laisser plus de pouvoir, plus de latitude à leurs collaborateurs, avec plus de bien-être et plus d'épanouissement, on en sera très content. J'avais une question par rapport au social. Vous avez expliqué, c'était super bien les actions que vous avez mises en place. On se demandait au niveau environnemental si vous étiez aussi tourné sur la question. Parce que dans les chartes éthiques ou le management du conseil, il y a aussi beaucoup la partie environnementale qui entre en jeu. Je voulais savoir, par exemple, sur les matières premières que vous utilisez, le management de votre entreprise, si vous étiez porté sur l'environnement. Alors, on est une entreprise qui, ça se voit pas tellement à travers les films, mais on est une entreprise qui utilise beaucoup de produits chimiques, qui dit impression, dit encre, beaucoup d'encre, notamment des encres avec des solvants. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu de gravure. Les bains de gravure, il ne faut pas mettre la main dedans. Donc ça veut dire qu'on utilise beaucoup de produits dangereux. On a encore des progrès à faire là-dessus, mais on est très sensibilisé à ça. Alors, on est ISO 14001, voilà, petit 1. En plus, on ne vous l'a pas dit, mais on a notre propre station de retraitement des eaux. Donc on a des personnes en charge chez nous qui s'occupent de ça. Donc on travaille avec l'Adréal, de près avec l'Adréal, pour justement, ils analysent le rejet, mais on a notre propre station. Et on essaye de recycler la plupart de nos produits, de nos déchets, que ce soit déchets produits chimiques, mais aussi déchets plastiques, déchets électroniques, et puis tous les métaux, puisqu'on travaille beaucoup de recycler. Et au niveau des produits que vous créez, est-ce que vous avez des actions comme ça dans l'avenir à créer du coup ces panneaux, ou bien sur les autres usines que vous faites, des produits qui viennent de matières premières ou issus du recyclage, ce genre d'action-là par rapport à l'économie circulaire? Non, là, par rapport à la marque Organise et ces panneaux-là, on est en train de travailler sur le cycle de vie. Oui, mais le cycle de vie de nos produits, c'est-à-dire quand on le livre, quoi faire des emballages, mais aussi du produit quand il sera obsolète ou plus utilisé. On est en train de travailler là-dessus pour en fait conseiller nos clients, leur dire quoi faire. Mais c'est en construction. Vous avez des idées justement pour la fin de vie du produit? Moi perso non. Et puis de toute façon, je ne travaillerai pas tout seul. C'est un sujet qui est posé sur la table en collectif. Et toutes les idées seront bonnes à prendre. Et je ne doute pas qu'il y aura des idées qui émergeront. Là, le cycle de vie, je vais être très honnête avec vous, on y réfléchit pour cette gamme de produits qui est nouvelle, parce qu'ici, en fait, on parle de produits propres. Alors, propres. C'est un double sens, un produit propre. Ce ne sont pas des produits propres en termes d'écologie ou d'environnement, c'est des produits que nous fabriquons nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a la main sur le prix. Et historiquement, Martin Technologies n'est qu'un sous-traitant. C'est-à-dire qu'on a nos clients qui viennent avec un besoin et on leur fabrique leurs besoins. Donc on n'est pas tellement dans la création, en fait. Et on est convaincu que le business model du futur, c'est de vendre ses propres produits. Donc on va essayer de faire évoluer ça petit à petit. Aujourd'hui, c'est marginal, l'idée c'est d'aller vers ça. Et cette réflexion sur le cycle de vie des produits, elle est lancée uniquement sur la gamme Organise. Parce que sur le reste des produits, en fait, on nous commande une plaque, on nous commande un clavier, tout ça, ça vient s'intégrer sur un flacon, sur une bouteille, ça vient s'intégrer sur un appareil électronique, parce que ça peut être des pupitres de commande, des choses comme ça. Et là, derrière, on perd le fil. Pour l'évolution future de notre MVP, est-ce qu'elle est basée sur les retours d'expérience? À chaque fois qu'il y a un problème, on l'améliore? Ou est-ce qu'il y a une question d'anticipation peut-être? Est-ce que vous anticipez des problèmes On l'améliore, on fait en sorte d'essayer de l'améliorer pour la supprimer.
supprimer ce problématique-là. On fait plus que de l'améliorer. On le supprime et après, il faut faire en sorte qu'il ne revienne pas ou que ça ne crée pas un autre problème à côté. C'est de la réflexion et ça ne se fait pas en quelques minutes. Et tout à l'heure, on parlait du MVP qui était modulable. Et tout est magnétique, ce qui fait que si au fur et à mesure, sur notre MVP, on rencontre, là je parle du MVP parce que je suis plus dans cette configuration-là, si on a un problème sur le MVP, avec les collaborateurs, on sait qu'on peut le modifier à tout moment. Alors après, on parlait tout à l'heure de table. Après, en plus, je me retourne un petit peu, je m'excuse. On a des MVP où on met un film délétable dessus, ce qui permet d'écrire aussi, ce qui fait que tout est modifiable. Tout est modifiable, tout peut être réutilisé. En fait, le principe, c'est que ça doit répondre aux besoins de l'équipe. Voilà. Donc le besoin de l'équipe, il évolue parce que le business évolue, parce que leur maturité évolue. Et que c'est pour ça qu'on commence en général en papier craft, qu'après on passe en dur, mais même quand on passe en dur après, sur le métal, etc., on continue à faire évoluer les choses. Nous, très clairement, ça, en interne, on n'est pas tellement friand de ça. Parce que ça, c'est imprimé. Donc ça, c'est imprimé, donc ça fige la réflexion. Donc ça veut dire que l'équipe va dire « Ah, c'est beau, pourquoi pas le modifier ?» On va vivre avec. Alors qu'il y a potentiellement des nouveaux besoins qui vont se créer. Et des besoins actuels qui sont plus actifs. Donc c'est un jeu, comme le dit Richard, c'est un jeu de suppression et d'ajout en fonction des besoins de l'équipe et de sa maturité. Et puis aussi, ils se benchmarkent entre eux. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'ils vont voir les MVP des autres, et puis, ah tiens, ça, on n'y a pas pensé, on se l'approprie, ça a du sens dans notre organisation au quotidien. Donc on se l'intègre aussi. Voilà, c'est l'émulation. Avez-vous d'autres questions? Ouais. Vous parlez que du coup tous les collaborateurs de l'entreprise sont responsabilisés. Presque. Presque tous. Qu'en est-il des fiches de poste et des prétentions salariales du coup? Comment vous avez évolué vis-à-vis de ça? Alors on y est allé à la one again, c'est-à-dire qu'en fait les fiches de poste je crois qu'il n'y en a plus. Je crois. En tout cas, moi, je n'en ai pas. Les fiches de poste, alors, il y a un côté réglementaire, il y a un côté légal, hein, oui, soit. Mais en fait, les fiches de poste, ça fige. Vous avez des gens, historiquement, alors c'est plus le cas chez nous, mais ça a eu cours, où il fallait que toutes les missions, toutes les tâches soit détaillé dans la fiche de poste. Ça veut dire que si je me demande de faire un truc qui n'est pas dedans, c'est pas de ma responsabilité, je ne le ferai pas. Nous, aujourd'hui, on travaille avec un cadre référentiel. On a co-construit, alors je ne vais pas vous raconter l'histoire, pour le moment, on a co-construit un cadre référentiel à 12, pas à 100, enfin, pas à 97, mais à 12. Les 12 managers de l'entreprise, on l'a fait il y a un peu plus d'un an. Ce cadre référentiel, c'est le cadre, quand on parle d'entreprise libérée, c'est quelque chose qui existe dans les entreprises libérées, c'est qu'à l'intérieur du cadre, tu fais ce que tu veux. Et si tu sors du cadre, tu prends une cartouche. Et en plus, si tu en sors sciemment, alors, si tu prends une cartouche, c'est-à-dire qu'on va en discuter. Je vais essayer de comprendre, enfin je dis je, le manager, hein, on va essayer de comprendre pourquoi, quelles sont les raisons et comment on peut t'aider à te remettre dans le cadre. Il faut un cadre, c'est pas l'anarchie, hein, parce que ça ne fonctionne pas. Et en fait, chacun dans son rôle sait ce qu'il a à faire et en fait, ça déborde de tous les côtés, quoi. En fait, on va où il y a besoin, en fonction des besoins de l'entreprise. C'est tout sauf rigide. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voilà. Et pour les prétentions salariales, pardon. Les prétentions salariales, on s'est lancé
on s'est lancé dans cette, notamment les mini-usines, le changement d'organisation en mini-usines, sans faire d'évolution salariale. On a changé les responsabilités. Je repense notamment au cas le plus parlant pour moi, c'est les personnes qui ont pris la casquette ADV, Appro Planif, 3 casquettes sur leur tête. Elles se sont auto-formées entre elles. Elles n'ont pas demandé d'augmentation de salaire. On s'est lancé, on a mis en œuvre les mini-usines, et au bout d'1 an, à peu près, au niveau des managers, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, en termes d'évolution salariale, prime, etc. Donc on a défini des critères, et notamment les évolutions de fonctions les plus significatives, on est venu réajuster les salaires. Après. Donc nous, chez nous, c'est pas donne-moi de l'argent, je ferai. C'est fait et je te donne de l'argent. Pour parler d'argent, parce que c'est toujours un sujet tabou dans les entreprises, on a lancé hier un projet. Donc on a fait un appel à volontariat au mois de décembre. L'idée c'était de constituer un groupe d'une douzaine de personnes représentatives de toutes les zones de l'entreprise. Et le projet, aujourd'hui, il a pour petit nom redistribution du résultat. Il n'est pas très sexy, on pense à autre chose. Mais, voilà. Redistribution du résultat, c'est tout simplement, si on fait du bénéfice, si on fait du résultat, comment on distribue ce résultat. Et donc nous avons ce groupe de 12 personnes, des opérateurs, des étames, une comptable, notre gestionnaire RH. La direction n'est pas dans le groupe, et on leur laisse carte blanche. Alors on a mis quelques contraintes, pour être clair, on a mis quelques contraintes, mais on leur laisse. Les contraintes qu'on leur a données, c'est pas de redistribution sur de l'individuel, sur la performance individuelle. On pense au collectif. Ça, c'est non négociable. Donc ça veut dire qu'on ne va pas rentrer dans des usines à gaz sur c'est quoi ton niveau de productivité, ta qualité, etc. Ce sont des indicateurs collectifs. La deuxième contrainte qu'on a posée, il faut que ce soit simple. C'est-à-dire qu'il faut que chaque collaborateur, quel que soit son statut dans l'entreprise, la règle soit super simple et que chaque mois, en fonction de l'évolution du résultat, janvier, février, mars, avril, etc., il soit capable de calculer potentiellement à la fin de l'année quel montant, quel bonus il va avoir. Ça, c'est non négociable. La troisième contrainte qu'on a donnée, c'est, quelqu'un parle de compétition entre les usines tout à l'heure, hors de question de faire un bonus sur la mini-usine mine, un bonus sur la usine métal et un bonus sur la mini-usine IHL. Nous sommes Martin Technologies. Donc, parce que ça, pour la compétition, c'est mortel, ça, si vous commencez à cloisonner. Donc ça, c'est non négociable. Et on leur a dit que ce serait pas mal cette année, enfin dans cette règle-là, de penser aux actionnaires. Parce que pour la petite histoire, ça fait 30 ans que les actionnaires, donc la famille, ne s'est pas versé de dividendes. Et ça, personne ne savait. Donc aussi, voilà, il y a des croyances qui sont en train d'être dézinguées parce que les gens pensent, il y a des rumeurs, mais en fait ils pensent mal, ils ne le savaient pas. Donc ce projet-là, voilà les contraintes qu'on leur a données, ce groupe de 12 personnes, ils vont définir, valider, et on a confiance en ça, on est arrivé à un niveau de maturité qui nous permet, c'est eux qui vont définir comment on va se partager le résultat. Alors s'ils pondent 80% pour les salariés, 10% pour l'entreprise pour investir et 10% pour les actionnaires, on prend un risque. Mais on a confiance. D'autres questions? Oui. Et pour vu que c'est du collectif et sur la question des entreprises, comment ça va évoluer? On n'en fait pas. On fait des entretiens professionnels. Les entretiens professionnels sont obligatoires. Les entretiens individuels ne sont pas obligatoires.
Alors, c'est pas parce qu'ils sont obligatoires qu'on les fait. On a fait une refonte de nos entretiens professionnels. L'idée étant de découvrir, de parler des souhaits de nos collaborateurs. En fait, de faire matcher les souhaits d'entreprise et les souhaits des collaborateurs. Donc ça, c'est assez classique. Mais on est allé aussi jusqu'à essayer, si le collaborateur le souhaitait, parler de l'extra-professionnel, et notamment ce qu'on appelle des talents. Les talents que certains peuvent avoir en dehors de l'entreprise. Vous avez des gens qui sont présidents d'Assos, etc. Ils sont peut-être opérateurs, mais à côté, ils ont des vies passionnantes. Et l'idée, c'est aussi de les faire venir avec tout ce qu'ils savent faire à l'extérieur, s'ils veulent bien le mettre au service de l'entreprise, forcément. Et actuellement, pour les 90 ans de Martin Technologies, on prévoit, à partir de septembre, on l'a dit tout à l'heure, de faire quelques festivités. Et pour ça, on s'est mis un objectif, on a un gros projet de réimplantation de notre site qui est en cours. On s'est donné pour objectif de terminer d'ici au mois d'août. Ce projet de réimplantation, donc on a un certain nombre de collaborateurs qui y participent. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi votre question déjà? Par rapport aux entretiens individuels, vous êtes parti sur les entretiens professionnels. Je m'écoute parler, c'est un truc de ouf. Dans ce projet de réimplantation, on fait un showroom. Donc il y a toute une partie avant où il y avait tous les indirects. À l'autre bout de l'entreprise, on va faire un showroom. Avec des salles pour recevoir nos clients 1000 et nos clients Martin Technologies. Et notre responsable achat, lors de son entretien professionnel, elle a exprimé auprès de son manager qu'elle était passionnée de décoration intérieure. Ok, cool. Et il lui a demandé, est-ce que tu as envie de mettre ça à disposition de l'entreprise? Ouais, carrément. Dans notre projet de réimplantation, c'est elle qui est en train de s'occuper de toute la définition, elle a un logiciel 3D, etc. Elle a fait toute l'implantation, elle suit les travaux, voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres de l'utilisation de ce que les gens savent faire aussi en dehors de l'entreprise. Et pour les entretiens individuels, notre croyance, c'est que voir son collaborateur une fois par an, ça n'a pas de sens. On parlait tout à l'heure de se dire des choses, de régler les conflits s'il y en a, de traiter les tensions, d'encourager aussi, de dire c'est bien. Ça, c'est un travail au quotidien. D'autres remarques, interrogations? Est-ce que ça vous a intéressé? Ouais. On vous remercie.